Aujourd'hui, je vais présenter le moi dans la pensée de Freud. Le moi est une des trois instances qui composent la deuxième topique. Il y a le ça, le moi et le surmoi. Mais Freud s'était intéressé au moi bien avant. Il suffit de se rappeler de l'écrit de 1911 pour introduire le narcissisme, auquel j'ai déjà consacré différentes vidéos. Voyons pour commencer les caractéristiques du moi qui restent les mêmes, que ce soit dans la première topique et la deuxième topique. Le moi a cette caractéristique d'être très proche au système perception-conscience. Ce qui veut dire que si je prends cette statue et je prends conscience, c'est moi qui prends conscience parce que je perçois cette statue. Et cela vaut également pour le monde intérieur. Le moi, je vais être conscient d'une pensée ou d'un sentiment ou sensation parce que je les perçois. Une autre caractéristique qui reste la même, le système préconscient se trouve dans le territoire du moi. Le moi peut accéder à des pensées du préconscient et donc percevoir des pensées, ce qui veut dire être conscient en percevant des pensées qui se trouvent dans le préconscient. Grâce à cette possibilité qui est propre au système préconscient de mettre en correspondance les représentations de choses et les représentations de mots. Une autre caractéristique très importante, le moi est le siège des capacités à mettre en ordre les pensées en termes de temps, dans la temporalité, de les mettre dans un sens de rationalité, dans le bon sens. Et une autre caractéristique fondamentale du moi est d'être relié directement à l'appareil moteur. C'est-à-dire vouloir, lorsqu'on veut accomplir une action, le moi peut directement réaliser cette action grâce à ses connexions avec la motricité. Et pour terminer, il y a une autre caractéristique du moi que Freud avait mis en évidence dans ce texte de 1911 pour introduire le narcissisme. Le moi fonctionne à la fois comme sujet et comme objet. Moi, je perçois une statue, j'ai conscience de cette statue en la percevant, mais moi, je peux également me prendre comme objet et amener une critique envers moi, une autocritique, en me prenant moi comme objet. Ou bien en me faisant des éloges, donc me prendre moi comme objet pour avoir une satisfaction après avoir accompli ce que je voulais accomplir. Passons maintenant aux différences. Qu'est-ce que Freud va amener de différent dans la deuxième topique quand il va parler du moi, quand il va décrire les caractéristiques du moi? Commençons par une première différence. Dans la première topique, quand il parle du moi, ou de l'idéal du moi, pour Freud, le moi correspond à ce qui est conscient. Le moi peut accéder à toutes ces parties du moi quand il veut et donc être conscient de ce qui appartient à son territoire du moi.
Dans la deuxième topique, Freud va proposer deux exemples qui montrent que il y a une partie du moi où il y a des pensées du moi qui peuvent fonctionner indépendamment de la conscience, donc de la perception qui peut amener à la conscience. Un premier aspect est celui-là des pensées qui peuvent par eux-mêmes trouver une solution à un dilemme, à un problème qu'on doit résoudre. Et cela peut se passer aussi pendant les rêves, dit Freud. Ça arrive que des savants ont résolu des énigmes en n'étant pas conscients du résultat. Le résultat va apparaître tout seul. C'est parce qu'il y a des pensées qui vont s'activer dans le moi sans que le moi soit conscient de ce travail qui se fait en termes de pensée. Mais l'autre aspect beaucoup plus important pour Freud, pour la psychanalyse, pour les problématiques, c'est qu'il y a des pensées, par exemple des pensées de autocritique, qui ne sont pas conscientes et qui se produisent dans ce territoire du moi, et plus précisément dans les territoires du surmoi. Et ces pensées, pour devenir conscientes, pour que donc le moi accède et la perception et donc la conscience de ces pensées, eh bien, il faut faire le même travail que pour les pensées qui faisaient partie du système inconscient dans la première topique, c'est-à-dire à travers un travail analytique, d'aller retrouver les mots, les représentations de mots correspondant à ces représentations de choses, car le lien a été brisé. Et il y a également des sentiments inconscients, des sentiments qui ont été bloqués à la partie consciente du moi. Et plus précisément, ce sont des sentiments de culpabilité, des sentiments inconscients de culpabilité qui, dans certains cas, ont une forte influence à aggraver la problématique d'un patient. Passons maintenant à une autre différence entre le moi de la première topique et le moi de la deuxième topique, où il devient une instance. Dans la première topique, pour introduire le narcissisme, Freud présente le moi comme un réservoir de libido. La libido de l'autorétisme passe dans le moi, et le moi devient un réservoir de libido. Eh bien, dans la deuxième topique, le moi n'est plus un réservoir de libido. Et là, Freud va expliquer comment se forme, donc dans la deuxième topique, quand il va parler du moi dans la deuxième topique, il va expliquer dans les détails comment se forme le moi. Alors que dans l'écrit pour introduire le narcissisme, il était resté très dans le vague quand il essaie d'expliquer comment se forme le moi. Il dit que voilà, la libido de l'auto-érotisme passe dans le moi par une action spécifique psychologique, mais il ne donne pas d'autre explication. Dans la description de la deuxième topique, il va donner des explications précises. Voyons-les maintenant une par une. Première explication. Le moi, maintenant dans la deuxième topique, est une partie du sein qui est la plus proche du monde extérieur, qui va se transformer, qui va devenir le moi.
Pourquoi cela? Parce que cette partie du sein qui voudrait obtenir satisfaction, donc des pulsions qui veulent se satisfaire, eh bien, doivent tenir compte de la réalité. Certaines pulsions peuvent être satisfaites, mais d'autres non. D'autres doivent être satisfaites en fonction de la réalité. Sur le moment même, ce n'est pas possible, il faut attendre et donc la remettre à plus tard. Ou bien il y a certaines pulsions qui ne peuvent absolument pas être satisfaites et donc vont être refoulées. Eh bien voilà, cette partie-là qui doit tenir compte de la réalité, c'est ce que Freud appelait le principe de réalité. Donc c'est à partir de ce principe de réalité que va se former, que va se transformer cette partie plus superficielle en contact avec le monde extérieur du sein, va se transformer en moi. Et il y a un autre aspect, ça donc c'est dans le lien qu'il y a entre le sein et l'organisme, le psychisme et l'extérieur, mais il y a également le contact avec l'intérieur, qui est le corps. C'est-à-dire que nous ressentons des perceptions au niveau de la superficie de la peau, eh bien cela va participer à la formation du moi. Ces sensations que nous percevons de la superficie du moi. Dit Freud, le moi est un moi-corps. Et non seulement le moi donc, se constitue par la superficie, donc des sensations que nous saisissons, que nous apprenons à localiser dans le corps, dans cette superficie du corps, mais il y a également la projection de cette superficie qui va participer à la formation du moi. Et voilà, et pour terminer, il y a un autre aspect qui participe à la formation du moi, très importante. Alors que dans la première topique, donc pour introduire le narcissisme, Freud va détailler une certaine scansion qui est de l'autorétisme au moi, et donc la libido qui va investir le moi. Et c'est après que la libido du moi va investir les objets, va investir les personnes. Eh bien, ici, il va changer de cap, il va changer de direction. Ce n'est plus la libido donc, du ça qui va vers le moi, c'est directement vers l'objet. Et lorsque on a la libido qui va vers l'objet, on investit l'objet, là, il peut se passer deux choses. Première, c'est que quand on est dans un investissement d'amour, ce qui veut dire qu'on veut s'approprier de l'objet, on veut s'approprier ce qui est le propre de Eros, vouloir lier avec l'objet, et que l'objet après disparaît, on doit se séparer de l'objet. Prenons le premier exemple, l'objet sain, l'objet partiel, le sein. Eh bien, cet objet va être incorporé. Eh bien, il va participer à la formation du moi. Et c'est comme si le moi disait, maintenant que je ne peux plus aimer, maintenant que le sein ne peut plus aimer, ne peut plus investir cet objet partiel, eh bien, il va investir moi-même. Il va aimer une partie, il va aimer moi parce que je suis le sein. Voilà à peu près le raisonnement qui se fait. Et donc, cette libido va donc être déposée, va se déposer dans le moi. Attention, dit Freud, cette libido va se transformer par après. Elle se transforme, elle se désexualise, elle va se sublimer, et c'est l'énergie psychique qui nous sert pour penser. Et il y a une autre façon également qui va se produire lorsque le ça investit les objets, les personnes. Il y a cet autre investissement qui est, cette personne me plaît, je voudrais être comme cette personne. Prenons le petit garçon envers le papa, ou la petite fille envers la maman, je veux être comme lui. Eh bien, cette personne va être incorporée et va participer également à la formation du moi.
Et ça continue, donc ça commence à l'enfance, mais ça va continuer pendant toute la vie. Donc le moi, en effet, est un moi qui n'est pas unitaire. On peut le comparer à un oignon avec plusieurs couches, comme ça, plusieurs couches. Donc le moi est un ensemble de moi qui s'est formé à partir de rencontres, de relations avec l'autre. Donc la relation avec l'autre est très importante pour la formation du moi. Et ce moi donc, va se constituer en termes d'identification, mais également donc, l'énergie, la libido, va servir pour les pensées, pour donner l'énergie psychique au moi. Et pour terminer, disons quelques mots sur la différence entre la première topique, le moi dans la première topique, et le moi dans la deuxième topique, où dans la première topique, il devait compenser avec deux mondes. C'était le monde extérieur et le monde pulsionnel. Et donc, à la fois essayer de satisfaire le monde pulsionnel, à la fois de satisfaire le monde extérieur, les personnes et ce qu'on voudrait obtenir du monde. Mais, et également en termes de danger, parce qu'il y a donc le moi se trouve en face de deux dangers, le danger intérieur et le danger du monde extérieur. À partir de la deuxième topique, il y aura trois mondes. Il y a le ça, et donc compenser avec le ça, compenser avec le monde extérieur et compenser également avec le surmoi. Donc, compenser avec le ça, c'est-à-dire que le moi prend en charge l'envie, les pulsions, les passions du ça, comme si c'était sa propre volonté, alors que ce n'est pas sa propre volonté, et ça a un écho avec Schopenhauer, quand il parle de monde comme représentation et monde comme volonté. La monde comme volonté est la plus puissante, et le monde comme représentation croit être libre, mais il ne fait que servir le monde comme volonté. Voilà. Et le monde extérieur, donc de tenir compte du monde extérieur, de compenser avec le monde extérieur et compenser avec le surmoi qui a ses propres exigences. Et également, compenser avec doit faire face aux dangers, aux peurs, aux angoisses. L'angoisse envers certaines pulsions qui ont été refoulées. Pensons au complexe d'Édipe. Aux angoisses du monde extérieur, ce sont les angoisses réelles, face au monde réel. Et les angoisses, et ça c'est la grande beauté, face au surmoi. Sens de culpabilité, angoisse de mort, et on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.